Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Union africaine tient son 37e sommet dans un climat d'instabilité multiple. Il y a les traditionnelles et les nouvelles menaces auxquelles font face les 54 pays du continent. Une trentaine de dirigeants du continent se sont en effet réunis ce week-end au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour justement discuter des polycrises secouant le monde et l'Afrique en particulier. Et sans équivoque, le Maroc a de nouveau plaidé pour l'émergence d'une nouvelle Afrique, d'une Afrique qui peut transformer ces défis en authentique potentiel de développement et de stabilité. Et ce ne sont pas les foyers d'instabilité qui manquent, alors que nous sommes à mi-chemin de l'ambition de faire taire les armes en Afrique, donc d'ici 2030. Comme rappelé d'ailleurs par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, représentant Sa Majesté le roi Mohamed VI à ce sommet. Nasser Bourita a également profité de la tribune pour plaider en faveur de la paix à Gaza. Paix, sécurité et développement sont les fondements de l'engagement du Maroc pour l'Afrique et l'approche marocaine pour combattre l'instabilité. Mais la question d'actualité qui reste malheureusement structurelle, celle de comment dépasser le cadre protocolaire de tels sommets pour en faire un momentum de réflexion et surtout d'inflexion. Surtout que 6 États membres ont manqué à l'appel lors de ce sommet suspendu en raison de coups d'État. Il s'agit du Gabon, le Niger, mais aussi le Mali, la Guinée, le Soudan et le Burkina Faso. La nouvelle présidence tournante de la Mauritanie à la tête de l'UA s'annonce bien complexe. Pour le débat de ce soir, j'ai le plaisir renouvelé d'accueillir le Senior Fellow Policy Center for the New South, professeur Abdelhak Bassou. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir. En face, et une joie aussi que de l'accueillir à nouveau pour ce débat, le colonel Hassan Saoud, expert en sécurité et en stratégie. Bonsoir, colonel Saoud, et merci de vous joindre à nous aussi. Bonsoir, madame, et merci aussi pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et nous partons à présent en RDC, tout précisément à Lubumbashi, où se joint à nous l'expert en géopolitique et directeur du JT diplomatique, Henri Nzouzi. Bonsoir et merci de répondre à l'invitation de questions d'actu. Merci infiniment de m'accueillir. Et avec nous également, cette fois depuis Bamako, le professeur en relations internationales à l'Université de Bamako. Il est également expert en sécurité et prévention des conflits. Professeur Youssouf Koulibaly, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. Alors, messieurs, 37e sommet de l'Union africaine sous le signe de désaccords, des aveux, divisions. Observation. Enfin, tout ça en même temps, je crois. Division, même parfois éclatement. Des problématiques et des problèmes à résoudre et pas des moindres. Donc, déjà les conflits, dont la plupart, comme le précise le ministre marocain des Affaires étrangères et de la communauté marocaine et étrangère, souvent asymétriques, intra-étatiques, à l'intérieur des États, et beaucoup pour ne pas dire d'échecs, plutôt de déception. Par exemple, cette question de faire taire les armes, dont on parlera certainement oui. Prévu pour 2020. 2030. Mais c'était prévu en 2020, qu'on retarde de 10 ans. Oui. Donc, à mettre à l'actif de M. Lamamra. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui. Pourquoi est-ce que... Bon, on a essayé de le mettre sur le compte de la Covid, mais la Covid, c'était une année et 2. Donc, pourquoi pas Eh bien, comme vous le dites, oui, un sommet dans une Afrique, je dirais, plutôt déstabilisé que stable. Stable. Je vous pose la même question, colonel Hassan Oui, Saoud. Pour peut-être compléter, d'abord, quel slogan pour ce sommet? Oui. Construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à l'apprentissage inclusif, l'éducation. Je ne sais pas si on en a trop parlé. Et je profite de l'occasion justement pour dire, quand on parle éducation, il y a un absent de cet enfant, c'est les enfants soldats, et c'est les écoles qu'on change comme des casernes. Les deux doivent aller. Et je suis désolé que quand on parle d'éducation des enfants, qu'on oublie une bonne partie de nos enfants d'Afrique qui sont des enfants soldats.
Et comme à chaque année, la communauté internationale et l'Afrique ont fait une journée de l'enfant soldat, je pense que c'était absent. En ce qui concerne notre continent, la polycrise convient. Crise, évidemment, le terrorisme, nous sommes l'épicentre du monde. La piraterie, la cybersécurité, la multiplication des milices un peu partout, les conflits intra-étatiques, comme le disait mon collègue Bessot. Et vous avez là un laboratoire dont les conflits ne font que s'agrandir et dont l'organe chargé soit de les prévenir, soit de les régler a posteriori, de mon point de vue, n'a pas une efficacité nécessaire. L'organe, nommément l'Union africaine. L'Union africaine, dans son rôle de déconfliction, de réconciliation, et puis de paix, de stabilité et de sécurité, visiblement, on en est loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de parler justement du bilan de ce sommet, c'est de rappeler aussi le sommet de 2023, les conclusions du sommet de l'UA de l'année dernière, donc 36e du genre. Il y a l'adoption d'une dizaine de textes. Vous avez parlé du terrorisme. Cela fait partie des conclusions majeures de ce 36e sommet, donc de l'année dernière, la lutte contre le terrorisme, les appels de l'UA à davantage de soutien financier de l'ONU pour lutter contre le terrorisme et son engagement à puiser dans les fonds pour la paix pour soutenir le déploiement de la force et de la communauté est-africaine dans l'Est, renflouer le déficit admis et la force de l'UA en Somalie. Mais force est de constater que, où en sont, avant qu'on parle du bilan de 2024, où en sont ces engagements-là de 2023 ? Vous savez, je crois qu'il y a un adage simple qui dit qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Donc je crois que faire ces bilans, que ce soit du 36e, 35e ou du premier, jusqu'à nos jours, il ne s'agit pas d'appels, de communiqués, de discours, toute cette éloquence que l'on utilise dans le discours. Si l'Afrique a pris beaucoup de résolutions, je ne sais pas, ça se compte, je crois, par milliers. Maintenant, si vous voulez aller vers qu'est-ce qui a été réalisé, exécuté, je ne sais pas, je crois que les doigts d'une main doivent suffire. Pour les compter. Et donc, quand on projette, quand on planifie, quand on établit des stratégies, on appelle ça des stratégies, il faut se dire avec quoi ? Avec quoi ne veut pas dire seulement l'argent. Avec quel argent ? Quelle volonté ? Dans des réunions, et surtout on le remarque dans les discours de l'Union africaine, il y a cette question du politiquement correct. Tout le monde dit qu'il faut lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre des prises de pouvoir, il faut faire ceci, il faut combattre la pauvreté, Mais avec quoi ? Dès que les gens repartent, on se dit, je n'ai pas de quoi le faire. Et parfois, on vise haut en parlant, sans se dire quelle est la part de réalisation que je peux faire. J'aurais préféré, ou je préférais, que lors de ces réunions de l'UNE, que les niveaux, si vous voulez, de réalisation projetée soient un peu plus bas que certaines choses. Je parlais tout à l'heure de faire taire les armes en 2020, en 2013, on a commencé à faire des choses, mais on n'en avait pas les moyens, même s'il n'y avait pas eu de Covid, on n'aurait pas pu. Et je ne sais pas, je ne veux pas être très... C'est pareil pour l'agenda 2063 de Je ne crois même pas qu'en 2030, on pourrait faire taire les armes. Parce que ce ne sont pas les armes qu'il faut faire taire, c'est les raisons qui font éclater ces armes qu'il faut faire taire, pas les armes. En parlant de cela, bien sûr, nous ne pouvons pas passer outre cette réalité aujourd'hui, cette situation, notamment entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ça devait figurer dans l'agenda des discussions lors de ce sommet. Henri Nzunzi, aujourd'hui, un bilan
par rapport à cette question brûlante, à ces tensions entre ces deux voisins? Et est-ce que l'Union africaine est en mesure, concrètement, puisqu'on parle de concret, de réalisme, est en mesure de régler cette problématique? Alors, nous verrons cela, parce qu'à l'heure actuelle, il y a le processus de Luanda, qui est un processus qui est conduit par le président angolais au nom de l'Union africaine. C'est un processus qui concerne le volet extérieur du conflit, la dimension extérieure du conflit. Et vous avez un second volet, plutôt la dimension interne, qui est pilotée par l'ancien président kényan, Uhuru Kenyatta. Ce que l'on peut d'emblée dire ici, c'est que en s'impliquant dans cette dimension extérieure, le Rwanda confirme bien évidemment son implication, puisque le M23 n'est qu'un proxy utilisé comme variable d'ajustement par le Rwanda pour essayer précisément d'exprimer cette volonté de puissance qu'elle essaye justement d'imprimer depuis un certain nombre d'années à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui pose véritablement problème, c'est la volonté de Kigali de pouvoir s'engager résolument dans la lettre et l'esprit de la feuille de route qui avait été adoptée il y a 1 an et demi et qui, notamment, stipulait un cessez-le-feu, un cantonnement, une démobilisation et bien évidemment un retour des populations déplacées dans les territoires dans lesquels opérait le M23. Il faut savoir que, parallèlement à cette procédure, il y a au niveau des groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo et singulièrement dans la partie de l'Ituri, donc dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement de la RDC, qui est le processus de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, qui concerne en fait ces groupes qui doivent être progressivement remis à la vie civile. Le problème, c'est que vous avez un lien extrêmement étroit et précis entre, d'une part, la poursuite du conflit, mais surtout l'exploitation des ressources naturelles dans cette partie du territoire congolais qui aiguise, vous vous en doutez, énormément d'appétit et dans lesquels vous avez d'autres acteurs qui n'apparaissent pas en première ligne, qui sont certaines multinationales qui ont un accès, je dirais, privilégié à ces ressources via ces groupes armés qui se plaident complaisamment à ce jeu. Et puis vous avez aussi le Rwanda qui essaye précisément, sous couvert d'une menace des FDLR, eh bien, tout simplement de mener une guerre préventive en RDC en faisant fi de la lettre et l'esprit de la Charte des Nations Unies et en violant bien évidemment un certain nombre de principes sur lesquels nous aurons peut-être l'occasion de revenir. Surtout que dans le sommet, il y a un mini-sommet qui a été consacré à la situation dans l'Est de la RDC, qui a réuni plusieurs chefs d'État africains. Bref, on va parler aussi du bilan de ce mini-sommet. Mais restons dans le bilan déjà du sommet. Et rappelons aussi qu'à ce jour, 35 conflits actifs en Afrique. C'est dire qu'il y a presque autant de conflits actifs que de pays sur le continent. Et oui, vous en Colonel avez parlé. Il ne faut pas oublier dans notre sous-région, dans le Grand Maghreb, qu'il y a le problème libyen. Il faut le dire. Et puis, déjà depuis l'année dernière, il s'était engagé justement à trouver une solution. Il y a un conflit latent, Égypte-Éthiopie, au sujet du barrage et tout ça. C'est du latent, mais on ne sait pas comment ça a évolué. Et même qu'il y a plusieurs foyers de tension. Il y a des conflictualités intérieures, évidemment, mais il y a quelque chose que, de mon point de vue, on a oublié, alors que c'était consacré par la réunion interministérielle de Marrakech sur le terrorisme. C'est la connexion terrorisme-séparatisme. Je pense que l'Afrique doit se rendre compte que ce biptyque-là recèle une menace émergente qui risque d'entraîner l'Afrique dans un déchirement dont on ne connaîtra pas l'issue. Et c'est pour cela que je pense que c'est une menace émergente, comme l'appellent nos collègues européens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sans déconfliction, on ne peut rien faire. Il y a ce triptyque, stabilité, paix, sécurité et développement.
Par où faut-il commencer? Faut-il développer par la sécurité? Faut-il sécuriser par le développement? Visiblement, on n'a réussi ni l'une ni l'autre. Et c'est ça le problème, peut-être qu'on va en discuter. Donc, il y a un rôle qui est... Nous avons beaucoup de structures de l'Union africaine qui sont excellentes, malheureusement, atones, inactives. Justement, ce Conseil paix et sécurité. Et qui est devenu Conseil des affaires politiques, paix et sécurité. Avec la réforme Kagame, on a les affaires politiques, on rejoint le CPS pour également s'occuper, superviser des élections, entre autres. Mais c'est le cœur du réacteur. Bah oui. C'est le cœur du réacteur. Ça vous fait sourire, Sébastien? Oui, c'est le cœur le Conseil de paix et sécurité, auquel on a ajouté maintenant les affaires politiques. Comme si il n'y avait pas assez d'affaires à traiter. Déjà la paix et la sécurité, on ajoute les affaires politiques. En parlant, le ministre des Affaires étrangères du Maroc a parlé de ce comité qui a tenu en 2023 61 réunions et qui a produit 58 conclusions significatives. Mais significatives pour qui? Pourquoi, dans quoi c'est-à-dire qu'il a tiré des conclusions. Exactement. Mais des conclusions d'échec parfois. Alors, si je reviens à ce bilan, si on exclut un peu ce que l'ancien président Obasanjo a fait en Éthiopie, entre Abiy Ahmed et les Tigréens, on est arrivé, bon gré mal gré, à régler une question. Je me demande quel autre conflit a été réglé. Le Soudan, ça continue. En Libye, ça continue. Le terrorisme au Sahel, c'est ce qu'il est. En Éthiopie, ça commence à éclater aujourd'hui, aussi bien à l'intérieur de l'Éthiopie, c'est-à-dire avec les factions des tribus, qu'entre l'Éthiopie et peut-être avec la Somalie. La Somalie, oui. Alors, si ça éclate avec la Somalie, comment est-ce que les Somalis éthiopiens vont réagir donc, sur toute cette région? Donc, au fait, ce CPS, parce que je crois qu'il y a une autre question. Ce CPS, son organe, si vous voulez, son organe agissant, c'est la force en attente, la force africaine en attente. Cette force africaine en attente, depuis que l'Union africaine a été créée, cette force est en train d'être opérationnalisée. Donc, à des degrés 2005, on est presque à 20 ans d'opérationnalisation à des degrés différents. Celle du Nord n'existe même pas. Le meilleur, c'est celui d'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si on va en parler. Mais il n'agit pas, il agit à sa guise. Donc, en fait, vous dites, ce CP, c'est là quoi? D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères marocain, en parlant de cette question de sécurité, a parlé de ces systèmes d'alerte précoce. Le système d'alerte précoce. Aussi, qui est un outil du Conseil paix et sécurité. Mais qui est inopérant pour ne pas détecter. On n'a pas vu qu'il a détecté quelque chose avant, parce qu'il est fait pour ça. Il n'a rien détecté. Et quand bien même il aurait détecté quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Quels sont ses moyens d'action? Et les mécanismes. Quels sont ces mécanismes? Juste avant de faire réagir Henri Nzouzi, j'ai vu que vous vouliez prendre la parole. Peut-être une réaction de Youssouf Koulibaly, que je rappelle qui est professeur de relations internationales à l'université de Bamako et expert en sécurité et en prévention des conflits. Nous parlons de ce CPS, de ce Conseil paix et sécurité et affaires politiques tout récemment. Et son action, notamment avec les pays en transition. Lorsque les problèmes ont éclaté au Mali et surtout dans le septentrion nord, il a été question que cette force en attente dont l'interlocuteur parlait tout à l'heure soit mise à contribution pour participer à non seulement à l'endiguement de ce mal des siècles qu'on peut appeler le terrorisme, mais malheureusement, en fait, le Conseil n'a pas les moyens de sa politique. Beaucoup de solutions ont été proposées.
on a comme l'impression qu'on se limite à la seule dimension des conflits armés, alors que les questions de sécurité vont au-delà. Déjà, sans éducation, on ne peut pas parler de sécurité. Sans santé, on ne peut pas parler de sécurité. Les processus démocratiques ne marchent pas. La gouvernance non plus. Vous avez aussi cette problématique des coups d'État qui viennent s'ajouter et les changements anticonstitutionnels auxquels s'ajoutent les conflits identitaires. Donc vous voyez, en fait, le terrain est tellement vaste pour le Conseil de paix et de sécurité. Et d'ailleurs, même, j'ai remercié dès lorsque on a vu qu'au mois de février déjà, sera présidé par le Maroc. Peut-être que des très bonnes initiatives vont venir qui vont permettre de concrétiser parce que les discours politiciens de l'Union ne sont pas opérationnels sur le terrain. Il faut peut-être être dans les milieux des conflits pour comprendre un peu. Moi, dans mes déplacements dans les zones de conflit, j'ai constaté que à peine si les acteurs ne connaissent l'existence même de l'Union africaine, les communautés non plus. Alors que ça devait être la base, on devait aller, si on veut avoir un règlement durable de ces conflits, il faut impérativement s'associer aux communautés de base et trouver des solutions pérennes. Et il faut aussi utiliser les moyens transitionnels de règlement des conflits. Donc certains pays de l'Afrique de l'Ouest ont vite compris, donc ils ont mis en contribution les légitimités traditionnelles, les chefs de quartier, les chefs de tribus, les caïds, etc., pour contribuer à cette stabilisation dans la zone Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne maintenant le centre, dont vous faites tout de suite allusion, vous savez, il y a un sentiment anti-occidental qui est en train de se développer en RDC Congo. L'interlocuteur parlait tout de suite de la région de l'Ituri, mais le problème est aussi plus profond qu'on ne peut s'imaginer. Il y a les intérêts géostratégiques des multinationales qui sont en jeu. Donc, au lieu d'aller directement en contact avec les communautés et les acteurs, il faut voir toutes les parties prenantes. Les parties prenantes sont tellement nombreuses. Souvent, certaines multinationales sont mieux armées que les forces armées nationales de nos pays. Donc, ça pose énormément de problèmes de sécurité. Et on a aussi occulté cette problématique de mouvement des populations dont le contrôle pose énormément de problèmes et va s'ajouter et aggraver la situation, les changements climatiques. Parce que avec le déplacement massif des populations, les problèmes sécuritaires se posent forcément en termes d'alimentation, en termes de nourriture, en termes de l'accès aux soins de santé. Et donc, cela ne facilite pas la tâche. Moi, je pense que le Conseil de paix et de sécurité devait aller vers les communautés de base et essayer de voir leurs besoins, parce que beaucoup de jeunes sont enrôlés aujourd'hui dans les rangs des forces armées, faute d'éducation, faute de... Voilà le problème ou la problématique évoquée tout à l'heure par le colonel Saoud concernant les enfants soldats. Alors comment peut-on parler d'éducation avant même que nous, on appelle les enfants victimes des conflits, parce qu'ils ne sont pas soldats par leur volonté, ils sont enrôlés de force. Naturellement. Et donc, on essaye de les protéger. Et même pour la protection, vous voyez, les structures étatiques sont défaillantes. Et la communauté internationale ne joue pas pleinement ce rôle, parce que souvent, elle est empêchée, souvent, on nous parle des moyens, souvent, on nous parle des manques de volonté politique de la part des États. Et moi, je pense que cela est compréhensible lorsque les chefs d'État ou les techniciens de l'Union africaine se retrouvent à Addis Abeba, ils font des stratégies sur papier. Mais lorsqu'il s'agit d'aller sur le terrain, voir à l'ONU et comprendre le phénomène,
ça pose énormément de difficultés Merci. à retour. Donc, merci. Cela va de soi pour beaucoup Très bien. Le message est clair et qu'il est temps, parce qu'il nous reste un peu moins de la moitié de cette émission. Il y a beaucoup de points encore à passer en revue concernant ce 37e sommet donc, de l'Union africaine qui s'est tenu ce week-end à Addis Abeba, Henri Nzouzi. Au-delà du rôle, on le rappelle, peut-être sur l'inaction aussi de ce Conseil paix et sécurité, il y a cet organe principal qui est l'Union africaine aujourd'hui, qui peine, on a parlé de ce mini-sommet dans le sommet pour régler la situation dans l'Est de la RDC, mais finalement, est-ce que l'Union africaine a le poids nécessaire pour faire bouger les choses, pour calmer les tensions au sein même de cette union? Est-ce que c'est le poids diplomatique? Est-ce qu'il faudrait peut-être activer d'autres mécanismes activés ou peut-être réactivés qui existent, pour ne citer que l'exemple du Conseil paix et sécurité, mais en gros, comment? Pour prendre l'exemple particulier de l'escalade entre la RDC et le Rwanda. Alors, d'emblée, ce que je voudrais dire, c'est que nous aurions tort d'accabler le CPS parce que ce n'est pas la première fois que nous considérons que l'Union africaine fait montre d'inefficacité. En réalité, depuis une quinzaine d'années, une tendance est observable, c'est que vous avez des organisations régionales et sous-régionales qui prennent le leadership pour essayer, un tant soit peu, de résoudre certaines crises. Quand vous prenez la CEDEAO, par exemple, même si on peut la critiquer pour certaines de ses prises de position ou pour les sanctions qu'elle a prises à l'égard de certains pays d'Afrique de l'Ouest, il y a eu des résultats tangibles dans le passé, avec notamment les interventions en Gambie, en Sierra Leone, mais aussi au Libéria à travers les Comores. Lorsque vous prenez la communauté économique des États d'Afrique centrale, récemment, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de président en exercice, a fait une médiation au Tchad, ce qui a permis qu'il y ait récemment une nomination d'un Premier ministre. Lorsque vous allez maintenant en Afrique australe avec la SADC, vous avez l'option qui a été prise pour envoyer des troupes en appui de l'armée nationale congolaise à l'est de la RDC, un contingent qui est piloté par l'Afrique du Sud, mais également avec le Malawi et le Burundi. Donc, il y a des choses qui se font. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment, je dirais, de coordination et puis surtout une absence totale d'évaluation. Lorsque l'on passe d'un sommet de l'Union africaine à un autre avec des thématiques qui changent d'une année à l'autre, nous n'avons pas la possibilité de faire un suivi et une évaluation sérieuse de ce qui a été pris comme engagement, dans quelle direction nous allons, etc. Est-ce que vous pensez que l'UA, justement, est prête à être introduite dans le G20? Parce que cette entrée, elle est déjà préparée. À vous entendre, oui, parce que c'est un peu la conséquence de l'inaction de l'UA. Si l'action des communautés, censée être économique, mais maintenant, voilà, elles sont au-delà de cet aspect économique, elles interviennent dans d'autres dimensions, sur d'autres dimensions. C'est la conséquence de l'inaction de l'UA. Comment cette UA serait-elle active au sein de cette communauté du G20 ? Mais ce ne sera pas pour les mêmes raisons. D'abord parce que ce n'est pas à l'UA de régler tous les problèmes. Heureusement qu'il y a des organisations d'intégration régionale économique. Au niveau du G20, c'est beaucoup plus la symbolique. Quand vous prenez le continent africain dans sa globalité, vous arrivez à plus ou moins la 8e puissance économique du monde. C'est beaucoup plus une manière de lui permettre de siéger dans un endroit où, en règle générale, son sort est scellé, sans qu'elle ne soit en capacité de donner son point de vue. Et je me limite très simplement au côté symbolique, parce qu'en réalité, un certain nombre de décisions qui concernent ou qui engagent l'avenir du continent africain se prennent en dehors du continent africain. Et quand vous voyez l'émergence de puissances comme la Chine, la Russie sur le continent, qui viennent bousculer les certitudes occidentales, vous avez là une idée de l'alternative que ces puissances émergentes offrent à un continent africain via certains pays qui sont encore aujourd'hui considérés comme maltraités par les Occidentaux. Donc c'est un débat qui a un écho certain dans certains pays, on pense notamment aux pays d'Afrique de l'Ouest, et dans lesquels vous avez des réactions qui aboutissent effectivement à
un isolement total de pays comme la France, qui petit à petit se voit remplacé dans son précaré par d'autres puissances qui n'ont pas forcément les meilleures intentions. Comment qui n'est pas certainement les mêmes intentions. Qui n'ont pas de meilleures intentions, voilà. Exact. C'est vrai. Oui, tout à fait, absolument. C'est quand même désolant de dire que l'Afrique est la 8e puissance du monde. Un continent qu'on compare avec des pays. Ceci dit, en passant, je suis atterré. Pourquoi doit-on comparer un continent immense d'1,5 milliard et le consacrer comme 8e puissance du monde, alors que les 7 sont des pays? C'est ce qui a Les 7 premiers ne sont que des États. Que des États. Et nous, pour dire qu'on va occuper la 8e place, on doit être à 54. Je suis désolé, M. Nzouzi, la comparaison me paraît déséquilibrée, je ne sais pas. Puis ensuite, c'est pourtant l'argument qui a été avancé pour plaider en faveur de son intégration. Bon. Ensuite, l'Union africaine recèle en elle-même des dysfonctionnements structurels. Et vous le savez mieux que moi, la charte de l'Union africaine permet à tout un pays d'appartenir à plusieurs communautés économiques régionales. Ça veut dire n'appartenir à aucune. Et c'est un dysfonctionnement qu'on permet. N'est-il pas le temps de réformer cette clause? Comment peut-on... Où est la réforme institutionnelle de l'Union? Et oui, c'est ça qui fait que l'Union africaine ne marche pas comme il faut. Il faut revenir à une orthodoxie. On ne voit pas ça ailleurs. Dans l'Union européenne, c'est l'Union européenne, mais nos communautés économiques régionales sont vraiment l'Union européenne, ils ont leurs problèmes aussi dans cette question d'intégration, et ils ne sont que 27. Exact. Alors que dire de double? On parle de 54. Comment pouvez-vous avoir... Là aussi, comparaison n'est pas raison. Comment peut-on avoir une communauté de perception? Comment peut-on avoir une communauté d'ambition? Comment... communauté stratégique. Je crois que nous sommes des régions, peut-être, et encore au sein de ces régions, nous n'avons pas... Je crois que l'école de Copenhague, on parlait tout à l'heure de la question de sécurité, RDC, Rwanda et même l'Ouganda est dans cette question-là. L'école de Copenhague parle de complexes régionaux de sécurité et d'une formule qui est également les complexes régionaux de conflictualité. Et vous voyez que les 5 régions ne correspondent pas à des cadres où ces conflits peuvent être réglés. Circonscrits. Comment on aurait pu régler la question entre l'Égypte et l'Éthiopie? C'est dans le cadre d'une intégration des pays du Nil bleu. Non. Bon, il y a l'IGAD, il y a l'Afrique de l'Est, ils appartiennent à tout ça. Un millefeuille. Aujourd'hui, il y a la Corne de l'Afrique. En elle-même, il doit être un espace d'intégration. Les 5 régions qu'il y a ne correspondent plus à la réalité. Aux réalités, ne correspondent plus aux problématiques. D'où même cette question de ce bol de spaghettis. D'ailleurs, la RDC elle-même, elle est en Afrique de l'Est, elle est en Afrique centrale, et elle est, je crois, en Afrique australe. Excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par bol de spaghettis? C'est-à-dire vous pouvez expliciter, s'il vous plaît, parce que j'ai du mal à vous suivre. C'est un millefeuille. C'est-à-dire que quand vous suivez le fil de l'appartenance d'un pays à une entité d'intégration, à une structure d'intégration, il va vous faire le tour avec vous. Il est dans cette intégration, dans l'autre, jusqu'à comme un spaghetti. Oui, l'image est claire. Mais le problème, si je peux m'exprimer, je voudrais juste préciser une chose. La RDC a 9 voisins et se retrouve à cheval sur plusieurs zones d'intégration économique. Et alors? Alors, vous avez effectivement la communauté économique des États d'Afrique centrale, vous avez la CIRGL, vous avez la communauté est-africaine et vous avez la communauté de développement d'Afrique australe. Dans le cas de la RDC,
c'est tout à fait normal. Maintenant, on peut effectivement discuter sur la capacité qu'ont ces différents groupes à pouvoir, dans un cadre de conflit par exemple, trouver des solutions. Je note par ailleurs que vous avez des initiatives qui ont été prises, parce que je ne souhaiterais pas que l'on laisse penser ou croire que rien n'est fait. On peut se mettre d'accord effectivement pour constater qu'au niveau de l'Union africaine, il y a une forme, je dirais, de faiblesse ou d'inefficacité, mais nous ne pouvons pas ignorer les initiatives qui ont déjà été prises et qui ont permis des avancées certes insuffisantes. Est-ce que vous pensez que ces initiatives-là peuvent mettre fin aux tensions avec le voisin rwandais? C'est un processus qui prendra du temps. Le Rwanda, je note que c'est le seul pays africain à l'heure actuelle qui a envahi un autre pays sous couvert d'un mouvement rebelle, mais cela est toléré dans la simple... Ça n'engage que vous, et c'est effectivement, c'est l'argument avancé, l'argument officiel de la RDC. Mais ce n'est pas notre débat ce soir. Notre débat ce soir, c'est comment... Si vous permettez, Monsieur Nzouzi, j'aimerais bien finir quand même ma question. Merci. Notre débat ce soir, il est autour de ce sommet de l'Union africaine, que cette Union africaine dans la résolution de conflits. Nous avons parlé de tensions dans la Corne de l'Afrique. Il y a des tensions à l'est de la RDC. Vous avez dit que les communautés régionales étaient plus effectives. Est-ce que ces communautés régionales sont effectives pour régler un problème et une tension et des affrontements aussi aujourd'hui à l'est de la RDC? Oui ou non? Alors, actuellement, c'est un processus qui est en cours pour la simple et bonne raison qu'il y a des outils qui est en cours sont mis en place, mais ces outils... Par quelle communauté? Est-ce que c'est par l'Union africaine ou par les communautés régionales concernées? Vous avez au niveau de l'Union africaine, vous avez la feuille de route. Au niveau de la SADC, vous avez le déploiement d'un contingent qui va essayer d'apaiser les tensions. Nous avons eu l'expérience de la communauté est-africaine qui n'a pas été, je dirais, concluante. Et puis, vous avez effectivement ce processus qui concerne la dimension interne et qui est piloté par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta. Très bien. Alors, messieurs, quelques questions quand même en suspens. Ce développement, socio-économique, on choisit cette thématique de l'éducation, la lutte contre le terrorisme, le réapaisement de ces zones de conflit et une présidence mauritanienne donc de cette UA qui s'annonce compliquée et complexe. Une parenthèse, si vous permettez, par rapport à cette multi-appartenance. À partir du moment où il y a une coopération entre les communautés régionales, je pense qu'appartenir à plusieurs n'est pas du tout rationnel. Ceci dit, dans cette Union africaine aussi, un autre point, c'est le Maroc a proposé avec la Côte d'Ivoire de faire le bilan du premier décennat de l'agenda 2063. Eh bien, voilà. Et donc, c'est très... Concernant la Mauritanie, c'est le tour à l'Union du Grand Maghreb de présider aux destinées de l'Union africaine. Il y a eu, évidemment, la candidature tunisienne qui a été automatiquement invalidée en raison, évidemment, de cette stigmatisation du président tunisien des migrants africains qui, je cite, salissent le sang des Tunisiens, ce qui n'était pas diplomatiquement correct et qui lui a valu cette levée de bouclier africaine à juste titre. La Mauritanie... En effet, la Tunisie s'est comme détachée de son continent avec la présidence de Exactement. On n'aurait pas accepté ça et c'est à juste titre que les pères africains n'ont pas admis, ils n'étaient pas partis pour présider à la destinée de cette union. La Mauritanie, compte tenu évidemment qu'elle est dans notre petite région, dans notre sous-région, et le Maroc l'a aidé, tout le monde a été pour. Il a une neutralité par rapport à certains conflits, mais il a fait un discours très structuré concernant les ambitions et il ne s'est pas écarté de la feuille de route africaine pour ce qui est de son mandat. Je pense que même s'il a une échéance électorale en juin,
En juin, il y a les élections présidentielles en Mauritanie et il a fallu évidemment qu'il fasse un effort pour accepter. Hein? C'est le pays de toute façon. Oui. Il a une échéance, il viendra lui-même ou un autre président, mais ce sera toujours la Mauritanie. Oui, c'est ça. Donc, on va dire qu'il aura d'autres chats à fouetter. Voilà, si je peux me permettre, c'est-à-dire il a quand même une élection peut-être que à préparer. Et là, la présidence de l'UA, l'Afrique, ce qu'il faut faire en Afrique, ce qu'il peut faire en Afrique, s'il a des initiatives. D'ailleurs, son discours a été plein d'initiatives dont il parle. Cela peut servir dans une campagne aussi. Donc, je crois que ça marche. Tout à fait. Et il va participer au G20. Oui, il va participer au G20. Tout ça va en faire une personnalité, pourquoi pas. Absolument. Donc, en plus de ça, c'est la Mauritanie. Moi, si je parle de cette présidence, elle est prise par le pays, par l'État. C'est la Mauritanie, quel qu'en soit le président. Et c'est la solution idéale et unique pour l'Afrique du Nord. Absolument. Parce que l'humain n'existe presque pas. Donc l'Égypte s'ajoute à l'Afrique du Nord. Il a déjà fait. Et je crois qu'on peut attendre beaucoup de bonnes choses dans cette question. Notamment pour l'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie est écoutée. Elle est écoutée en Afrique de l'Ouest. Il a des entrées. Et puis les Mauritaniens nous ont habitués à une certaine sagesse dans leur diplomatie. Comment cela pourrait aider notamment pour la région du Sahel? Ils ont peut-être actuellement, je ne sais pas, je parle sous... Est-ce que cette présidence de la Mauritanie pourrait redynamiser la diplomatie du Sahel? Oui, la diplomatie... On le sait, trois pays. Entre CEDEAO et les trois pays. Ben oui. Parce que, personnellement, je parle d'un avis personnel, que je crois que la CEDEAO n'a pas été pédagogue avec les trois pays, avec le Mali, le Burkina, le Niger. Ils viennent, ils commencent à menacer, sanctionner, suspendre. Depuis les premiers jours, vous faites ceci, vous relâchez, vous faites ça, ou on prépare la CEDEAO pour intervenir. Alors cette CEDEAO qui est prête à intervenir, pourquoi il n'est pas intervenu contre le terrorisme? Il est prêt à intervenir juste contre ces gens-là. C'est ce que ces trois pays lui reprochent. Et il aurait dû y avoir, je crois, même l'Union africaine, ces questions de suspension. Quand vous suspendez quelqu'un, vous ne lui parlez plus. Ou bien vous le traitez à part. Et il a ce sentiment d'être traité à part. Donc on n'est pas dans une classe de primaire pour dire va au mur, on va te sanctionner, on ne sanctionne pas. Je crois que l'Union africaine et la CEDEAO ont manqué de sagesse et je crois que la Mauritanie a la sagesse suffisante peut-être pour faire revenir la diplomatie dans cette question de ces trois pays-là. Youssef Koulibaly, un mot peut-être sur justement cette diplomatie au Sahel, sur l'avenir de ces trois pays, pas que dans cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble, dans cet organisme qu'est l'Union africaine. Moi, je pense que en fait, la Mauritanie va avoir une tâche très difficile. D'abord, la Mauritanie a quitté la CEDEAO il y a longtemps. Les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, sont sur une logique que, en fait, la CEDEAO, au lieu de jouer son rôle d'apaisement, d'accompagnement de ces États pour les permettre non seulement de lutter contre le terrorisme, mais aussi d'apaiser un peu les tensions internes et intercommunautaires, la CEDEAO a fait le contraire, comme le prédécesseur vient de le dire. Mais pour la Mauritanie, ça va être très compliqué, je ne vous le cache pas, parce que tout simplement, la Mauritanie fait frontière avec deux pays, l'un qui quitte carrément la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à savoir le Mali, et de l'autre côté le Sénégal, qui est très influent dans
la CEDEAO. Le fait pour la Mauritanie de ne pas être membre de la CEDEAO, ça va compliquer la tâche. Maintenant, en ce qui concerne la Mauritanie à la présidence de l'Union africaine, moi je pense qu'il y a un vocabulaire que nous avons entendu plusieurs fois ici. Pourquoi l'Union africaine n'est pas intervenue lorsque ces pays étaient touchés dans leur chair avec le terrorisme et l'islamisme radical. Exact, ce que disait le professeur Basso, oui, à l'instant. Alors, peut-être un mot sur le rôle du Maroc. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Le rôle du Maroc dans ses ambitions africaines, dans ses ambitions de l'Union africaine, dans ses ambitions de développement. Et un mot aussi, surtout, sur la diplomatie marocaine dans cette Union africaine. Pour le Maroc, on est très content parce que déjà, vous voyez, dans le discours de Sa Majesté, il a automatiquement compris les problèmes du Sahel. Donc, il a donné l'ouverture aux pays du Sahel pour qu'ils puissent accéder à la mer. Ça veut dire qu'il connaît très bien le fond du problème. C'est un problème du développement. Et donc, du moment où il y a le développement, du moment où les États du Sahel se sentiront libres de faire le commerce avec le monde, le reste du monde, je crois que ça va être une porte de sortie. C'est pour cela que ça a été accueilli favorablement par l'ensemble des États de Sahel, y compris les populations. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous constatez, les populations sont... On a comme l'impression que les populations soutiennent ceux qui sont au pouvoir dans ces 3 pays, qui sont venus par le biais du coup d'État, il faut le dire. Et donc, ces populations les soutiennent. Alors, c'est vraiment une avancée. Et lorsqu'on a entendu le discours royal, ça a été vraiment quelque chose qui est... Donc, c'est au salut du Maroc, avec cette diplomatie vraiment très dynamique qui arrive. Moi, je pense que la Mauritanie aura un intérêt à s'accrocher au Maroc, puisque le Maroc préside le Conseil de paix et de sécurité, et de venir vers ces pays parce que déjà, ils sont à l'écoute du Maroc. Et ils acceptent facilement le Maroc par rapport à sa diplomatie, par rapport à la résolution des crises au Sahel et par rapport à leur connexion avec cette petite rupture avec la communauté économique des États d'Afrique du Nord. Donc je pense que la Mauritanie aura un intérêt particulier à jouer cette carte si elle veut réussir sa mission. Mais il y a quelque chose qui est curieux, et que les chefs d'État, même si c'est vraiment la présidence tournante, lorsqu'on sait qu'un État ou un chef d'État doit terminer son mandat avant le mandat qu'il a au niveau de l'Union africaine, il faut vraiment réfléchir. Oui, je pense que... Les hommes ne sont pas les mêmes. Il va y avoir vraiment des difficultés. Si celui qui vient après lui est de l'opposition, vous comprenez avec moi que ça va être très compliqué de suivre les mêmes lancées qu'il va prendre dès maintenant, d'ici le mois de juin. Merci, professeur Coulibaly. Un mot, justement, colonel Saad, sur cette diplomatie dynamique. Dynamique, dans la médiation, c'est une marque de fabrique marocaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette équidistance par rapport à certains conflits. Ça vous donne de l'impartialité, de l'objectivité et donc une force de persuasion. On n'est pas impliqué par rapport aux 3 pays. On n'est pas impliqué par rapport au Mali, par rapport au Niger, comme le pays voisin, qui a déjà commencé à sommer, à attirer l'attention du Niger et du Mali sur des éventualités d'instabilité parce que le ministre des Affaires étrangères nigérien est venu au Maroc parce ils ont accepté le projet de désenclavement de nos partenaires africains. Eh bien, le Maroc a toutes les dispositions et il a un soft power. Regardez à l'Union africaine le siège. Une fontaine. Oui, les images qu'on a vues passer tout à l'heure, qu'on peut repasser d'ailleurs en régie. Un patrimoine marocain, mais c'est un patrimoine africain. Tout l'art qui est là, c'est un patrimoine africain. Et je pense que les gens ne l'oublieront pas de sitôt. Exact, ne l'oublieront pas de sitôt. Abdelhak Basso, un dernier mot, surtout que le Maroc porte la voix de l'Afrique on l'a vu lors des réunions
annuel. On l'a vu à la COP28 aussi, quand le Maroc fait vraiment le plaidoyer de pays africains pour la COP28. Et là, il a fait le plaidoyer en Afrique pour la cause palestinienne. C'est pour ça que je voudrais faire question palestinienne et Afrique. Et je voudrais également, sur la question de la diplomatie marocaine, parler de deux volets. Le premier volet, c'est qu'est-ce que l'Afrique pour le Maroc? C'est de là que découle toute la doctrine diplomatique du Maroc. Bien, on le voit sur le préambule de la Constitution marocaine qui divise le monde en 5 parties. Maghreb, qui est qualifié d'espace stratégique à construire. La Oumma arabo-musulmane, et là j'arrive à la Palestine, exact, qui est pour le Maroc un espace d'appartenance. Donc, eux c'est nous, nous c'est eux. Et de là donc, découle toute cette, si vous voulez, cette action pour la Palestine. Il y a le monde euro-méditerranéen, qui dans la Constitution est classé comme un monde de coopération approfondie. Et quand il arrive à l'Afrique, c'est un espace de coopération et de solidarité. C'est ce mot qui envoie. Ça, d'une part, la part constitutionnelle de la place de l'Afrique pour le Maroc. La deuxième, c'est que cette diplomatie du Maroc, vous avez parlé de la COP28 et de tout, c'est une diplomatie d'initiative, de vision et de proposition. Alors là, je rappelle le projet de gazoduc, Abuja, Europe, Tangemed et Europe, l'initiative de désenclavement des pays du Sahel et l'initiative de ces pays de l'Afrique atlantique. Donc, dans sa diplomatie vis-à-vis de l'Afrique, il y a cette question de solidarité. Donc, on n'agit pas seulement dans cette question de ce qu'on est win-win ou pas. Nous agissons même si l'Africain win et que nous on lose. Il n'y a pas de problème. Oui. C'est une question de solidarité. Oui. C'est une question de solidarité, pas de marchandage. Et il y a également de l'initiative. Le Maroc est à la base de 3 initiatives qu'il a proposées à ses frères africains. Et ce ne sont pas les seuls, hein, parce que c'est une initiative sur une longue série d'initiatives. Je n'ai parlé que de cela. Oui. Que depuis le dernier sommet de l'UA d'ailleurs, en un an. Voilà. Exactement. Donc, nous avons le gazoduc, nous avons le désenclavement des États Sahel et nous avons toute cette communauté de l'Afrique atlantique. Et un dernier mot sur la cause palestinienne à Addis Abeba. Sur la cause... Vous savez que le Maroc ne défend pas par le verbe. Sa Majesté est président du comité Al-Quds. Et là, il faut demander aux Maqdissi. Ce sont les Maqdissi qui répondront à ma place, qui diront ce que le Maroc fait. Le Maroc n'agit pas avec la parole. Ni avec le chèque. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Sur ces paroles de sagesse, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, professeur Abdelhak Bassou. Toujours un plaisir de vous accueillir. À vous également, professeur Hassan Saoud. Et professeur Youssef Koulibaly, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Bamako. Moi qui vous remercie. Merci. Et mes remerciements vont aussi à Henri Nzouzi qui s'est déconnecté. Merci en tout cas à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Très bonne soirée.